le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. J'espère franchement que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de faire cette tournage de vidéo puisque c'est une collaboration avec la page Instagram de Mathilde s'ennuie. Pour information, il y a quelques temps, on avait lancé avec Mathilde, donc de la page Insta Mathilde s'ennuie, je vous mets des liens toujours si vous voulez aller vérifier, une série de questions dans le but de parler un petit peu de cul et du positionnement des questions en fait qui sont souvent données donc par des hommes, genre masculin et ou détenteurs de pénis en tout cas, pour parler justement un petit peu du ressenti. J'avais ouvert les mêmes questions sur ma page et c'est très intéressant parce qu'avec on va dire avec l'audience qu'a Mathilde, c'est-à-dire une audience relativement jeune, et la mienne, qui est un petit peu plus âgée, et bien les questions sont très intéressantes. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même parler un petit peu de Mathilde et d'expliquer pourquoi je suis très heureux de faire cette collab, pourquoi j'ai accepté aussi. Mathilde s'ennuie, pour moi, c'est une artiste, cette nana, et elle arrive à passer des messages au travers de photos qui sont très très forts. Des messages notamment, elle parle souvent des règles, clairement. Alors les règles, pour un homme, ça ne parle pas, mais ça prend tout un impact différent quand les codes sont renversés, notamment quand tu vois deux gars s'échanger en scred une serviette hygiénique, quand tu vois aussi par exemple aussi, je sais pas, un mec qui a l'air dépité devant le résultat d'un test de grossesse. Toutes ces choses-là, nous ne les vivons pas et nous ne les vivrons jamais. On a d'autres problèmes, clairement, hein, soyons clairs. Mais on n'a pas ce problème-là. Et face à ça, je trouve que le poids des images est très fort et c'est extrêmement bien tourné. Donc voilà, Mathilde, tu as tout mon respect sur ce point. Je trouve que tu fais passer un très bon message. Tu arrives à faire passer les messages, en tout cas, sans être dans de la revendication ou de l'agressivité. Et continue comme ça, c'est rare, et c'est souvent là qu'on voit l'intelligence. Sur ce, donc voilà, vous avez posé vos questions sur nos pages respectives, je les ai. Il n'y a qu'une seule question que j'ai voulu mettre en avant, notamment en premier, parce que celle-là est très importante à mon sens, et je me suis dit, voilà, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Pour le reste, je n'ai pas tout reclassé, on a fait un tri avec Mathilde, mais voilà, il y a peut-être des questions qui vont se ressembler, on va voir ça ensemble. Allez, donc la première question. J'ai peur des mauvaises rencontres sur les réseaux sociaux, comment puis-je faire? Cette question-là est très importante et je suis encore atterré, quel que soit l'âge, des conséquences des réseaux. Que ce soit Grindr si vous êtes gay ou Tinder si vous êtes homo, hétéro, bref, qu'importe le genre, tu dois te méfier des rencontres sur internet. Je suis effaré de voir et d'entendre par exemple souvent des récits d'agression, des récits de guet-apens, des récits de, comment dire, de dick pic, de revenge porn, etc. à cause de ces réseaux sociaux-là. Mais c'est pas directement la cause du réseau social ou de l'application, c'est toi derrière aussi à être un petit peu déjà respectueux. Moi personnellement, quand je vais sur des réseaux sociaux, c'est effarant le nombre de rendez-vous où les mecs, en l'occurrence, ou les nanas, n'acceptent pas d'échanger avec moi par téléphone avant, c'est-à-dire vocalement parlant. Je te parle pas des textos, je te parle pas de Snapchat, je te parle pas des... Je veux lui parler, ou quel que soit son genre, avant d'aller au rendez-vous. Et quand une personne te refuse ça, c'est qu'il y a un problème. Déjà, dans l'intonation de voix, tu verras si la personne elle est sérieuse et si elle correspond à peu près à ce qu'elle est. Deuxièmement, les photos, ça peut être trafiqué, ça peut être du n'importe quoi. Le pire aussi, c'est les vidéos sur internet. Putain mec, montre pas ta bite ou autre, sans savoir concrètement qui se cache derrière. Déjà, montre pas ta bite tout court, c'est pas poli. Mais en fait, globalement, c'est ça le problème. Donc si déjà je peux te donner un conseil, tu fais un rendez-vous en 2 fois. Mais le plus important de tous, c'est de l'avoir au téléphone. Tu dois lui parler. Si le mec il te dit, ou la nana, ah mais j'ai pas envie de laisser mon 06. Ok, bon déjà tu auras compris que pour le sérieux de la personne, c'est moyen. Mais en fait surtout, tu peux lui dire, bah, appelle-moi en masqué, ça c'est pas un problème. Mais il faut que tu la vois, il faut que tu l'entendes. Tu peux faire aussi un FaceTime, un Snap Direct, etc. Mais tu dois lui parler et tu dois le voir ou la voir avant d'aller au rendez-vous. Et enfin, le deuxième truc, c'est ce que je fais moi. Personnellement, je donne toujours mes rendez-vous dans des lieux publics.
Alors je vois bien effectivement que pour un plan cul c'est compliqué, mais c'est pas grave, le plan cul il sera au deuxième rendez-vous. L'idée c'est déjà de le voir. En faisant ça, tu peux déjà t'assurer de pas mal de confort. Et enfin, il y a une troisième chose, moi c'est ce que je fais aussi régulièrement quand j'ai des doutes. Déjà, je préviens mon meilleur pote ou un ami en lui disant voilà j'ai rendez-vous à telle heure avec tel pseudo sur internet. C'est très important. Parce que justement ça te permet de te sauver si jamais il y a un pépin. Voilà, au moins il y a une personne qui est au courant. Donc faites gaffe à ça, mais essayez au moins de les avoir au téléphone concrètement. Écoutez leur voix, leurs intonations, et puis voilà, renseignez-vous, c'est très important. Allez, donc, autre question. Pourquoi je me réveille et je bande sans raison? Ah, c'est normal, durant la nuit et notamment durant ton sommeil, tu as tout un tas de choses qui travaillent, ton cerveau, ton corps, tes muscles, et effectivement ça s'appelle les érections nocturnes, et c'est souvent celle aussi qu'on appelle l'érection matinale, le morning wood, le bois du matin. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est ton corps qui travaille, c'est ton esprit qui travaille, c'est ton sang qui travaille, c'est normal, t'inquiète pas. J'exécute la nuit sans faire de rêve érotique, pourquoi ? Ah, ça s'appelle ce qu'on appelle... Alors les rêves érotiques, c'est ce qu'on appelle souvent les wet dreams dans mes souvenirs. Mais ce que tu as, c'est ce qu'on appelle la pollution nocturne. C'est pareil, c'est un peu comme la question précédente. C'est tout à fait normal. En fait, durant la nuit, ton corps travaille. Et tu as notamment aussi différents types de sommeil. C'est peut-être pour ça aussi que tu te rappelles pas que tu as eu un petit déclic qui t'a excité. Mais en fait, dans les faits, c'est aussi tes muscles qui travaillent. Et notamment ceux qui vont te déclencher des érections, ceux qui vont déclencher aussi des frottements, par exemple, aussi le frottement avec les draps, ça peut être excitant. Et donc tout ça, mis en route, mis en branle, ça peut également te déclencher donc des éjaculations. Et c'est tout à fait normal, tu n'es pas, voilà, ne sois pas gêné par rapport à ça, c'est tout à fait normal, c'est ton corps qui travaille. Donc... don't worry. Quand je bande que je suis prêt à jouir et qu'il y a un imprévu qui fait que je dois m'arrêter, ça me fait mal. Pourquoi ? Alors, je pense que tu parles certainement de ce qu'on appelle les blue balls, le syndrome des couilles bleues. C'est tout à fait normal, c'est des choses qui arrivent. C'est quand tu as amagasiné tout un tas, déjà aussi de flux divers et variés, d'excitation, et bien tu as les couilles pleines. C'est très élégant, mais c'est ça. Et en fait, effectivement, ça peut t'apporter ce sentiment où tu as tout qui est hyper tendu, et il est préférable justement d'évacuer les choses. Alors c'est des choses qui peuvent arriver, hein, ça fait un peu mal, mais bon, après une masturbation ou un écoulement, des massages, etc., ça peut aider. Si jamais ça continue, va quand même voir un médecin. C'est quoi cette question? Il y a des sextoys pour le cul, mais j'ose pas, conseille-moi. Alors... les sextoys pour le cul, oui. Alors du coup, c'est ce qu'on appelle des sextoys, on va dire, pénétrants. Il y a les sextoys qui sont pénétrants, donc que tu t'insères, et il y a les sextoys à pénétrer, donc insérables, à insérer. Du coup, oui, il existe des sextoys dits pour le cul. Alors, il faut savoir deux choses. Pour les hommes, nous avons donc ce qui s'appelle la prostate. Et il y a donc deux types de choses. Tu as la stimulation, donc le sexe anal, fait par friction, va-et-vient. Donc ça, c'est de la sodomie ou du pegging. Et tu as aussi de la stimulation, c'est-à-dire ça, qui est la stimulation de la prostate. Dans les deux cas, si tu prends un bon vieux dildo, tu peux faire de la pénétration donc, anale, de la sodomie ou du pegging sur toi. Et si tu veux faire par contre de la stimulation prostatique, tu prends des gants et ta main, ou autrement tu prends ce qu'on appelle un stimulateur prostatique. J'ai fait une playlist, tu la retrouveras dans la description si tu veux aller voir un petit peu ce que c'est. C'est très intéressant la stimulation prostatique parce que c'est pas de la sodomie. Et puis surtout, tu découvres ton corps en fait et ton fonctionnement. Mais par contre, c'est très très dur à trouver sa prostate et son point P. Ça nécessite du temps. Et puis c'est pas un truc immédiat. Ça prend du temps. C'est vraiment de la stimulation et du massage. Donc voilà. Mais oui, ça existe. J'en parle souvent sur ma chaîne. Avoir un gland sensible, c'est dérangeant pour avoir un rapport. C'est dérangeant peut-être pour toi. Si c'est ça la question, il n'y a que toi qui peux le savoir. Il y a plusieurs possibilités, oui. Un gland sensible, ça peut être très compliqué à gérer. Effectivement, moi personnellement, ça m'est arrivé, surtout au départ, quand on me faisait une fellation. J'étais en panique, j'avais l'impression qu'on me dévorait, j'aimais pas cette sensation, c'était très désagréable.
Et du coup, effectivement, j'en ai parlé plusieurs fois à ma partenaire, parce que c'était une partenaire à l'époque. Et du coup, je lui ai dit, voilà, bon, j'apprécie pas trop ça, on va essayer différemment. Donc ça, c'est toi qui es maître. Si effectivement, par contre, tu trouves que c'est un problème dans ta sexualité, sache qu'il existe aussi des gels lubrifiants qui sont insensibilisants. Donc ça te permet d'avoir une sorte de protection dessus, et donc tu te retrouves un petit peu moins sensible. C'est des choses qu'on conseille aussi aux gens qui se trouvent un petit peu trop précoces. Donc ça te permet de te mettre une petite barrière. Voilà, c'est un anesthésiant local. Attention par contre, si jamais tu en achètes, vérifie bien que c'est compatible avec les préservatifs. Et aussi avec ta partenaire au passage. C'est quoi les jouets pour hommes? Je pensais qu'ils existaient seulement pour les homosexuels. Cette réflexion, je l'ai mais en permanence, où quand je dis que je suis testeur de sextoys pour hommes, on me dit « Ah ouais, tu testes des godes ?» Non. C'est assez drôle, effectivement. On a tendance à toujours rapporter le sextoys à un truc à s'insérer. Alors que pas du tout. Je vais te le faire direct. T'as déjà vu des poupées gonflables? Bon ben voilà, donc c'est bien un sextoy dit pour homme, et c'est pas un truc que tu vas t'insérer. Puis d'autre part, faut arrêter, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne, de stigmatiser le sextoys. Le sextoys ne va pas forcément avec misère sexuelle, ne va pas forcément avec célibat, ne va pas forcément avec trucs négatifs ou dégueulasses, non, ça peut être très positif. Donc oui, il existe des sextoys à pénétrer. Alors généralement, tu as des masturbateurs, qui sont par exemple des flashlights ou autres. Tu as des cock rings, c'est des bagues que tu mets sur ton pénis pour avoir une érection plus raide, plus dure. Tu peux avoir les poupées gonflables, qui peuvent être... donc poupées gonflables, ça se fait de moins en moins. C'est plutôt maintenant des corps en silicone, j'en ai déjà déballé, qui peuvent être super déjà. Par exemple, si tu as envie de faire un plan à plusieurs, et que t'as pas le plusieurs, et ben voilà, tu peux avoir une poupée en silicone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs, les stimulateurs prostatiques, les pompes à pénis, t'as plein de choses que tu peux amener dans ta sexualité, et donc je t'engage à aller voir ma chaîne. C'est pas possible ça, faites chier les gars. Un conseil pour tenir plus longtemps. Alors, ça dépend aussi de ta partenaire et de ton ou ta partenaire. Alors, il n'y a pas de conseils à proprement parler, c'est plutôt des routines à mettre en place. Si vraiment tu trouves que tu viens trop vite, j'en ai déjà évoqué dans une précédente question, tu peux utiliser par exemple des lubrifiants anesthésiants. Ça va te permettre de durer plus longtemps, d'être un peu moins sensible. Ensuite, durant l'acte, que tu sois avec un homme ou une femme d'ailleurs, ou que tu sois suivant le rapport, tu dois faire des pauses. Les pauses, ça ne veut pas dire hop, on arrête. Non, c'est à toi de l'amener. Tu dois faire un petit peu une sorte de checklist en fait de tes positions. Il faut savoir qu'il y a des positions où tu as des positions dites actives et passives. Par exemple, et ça c'est quel que soit ton rapport, hein. Par exemple, si tu mets ta partenaire ou ton partenaire sur toi et que c'est elle qui fait les choses, tu es considéré comme passif. Si tu es dessus et que tu fais les mouvements, c'est toi qui es actif. C'est dans ce genre en fait de situation que tu peux en fait rythmer et donc modifier aussi ta sensibilité. Si par exemple tu es très très friand de certaines parties du corps de ta nana ou de ton mec par exemple, moi je sais que par exemple c'est au niveau de la poitrine. Effectivement, si je me trouve chevauché avec une poitrine dans les yeux, je vais être excité au max. Donc l'idée, c'est effectivement à un moment donné de peut-être tourner, de peut-être changer les positions, de passer en spoon, de passer sur les côtés. Il faut que tu trouves ta position et celle qui t'excite et celle qui te stimule moins, de façon à justement avoir un flux peut-être en vague, et juste essayer de durer plus longtemps. Mais il faut vraiment faire le point, il faut s'évader un petit peu, il faut prendre du recul, il faut faire des pauses, il faut faire des préliminaires, c'est très important. Il faut mettre un préservatif ou des crèmes pour utiliser un sextoy. Alors, c'est pas il faut, c'est toi qui vois, mais effectivement, oui, moi je te le conseille, quel que soit le sextoy d'ailleurs. Déjà, les préservatifs, c'est mieux, c'est plus safe, c'est plus pratique, c'est plus facile aussi pour nettoyer. Ça te permet de pouvoir mettre des lubrifiants qui te conviennent, donc les fameuses crèmes, comme tu dis. Au passage, avec les sextoys, il est recommandé à 90% de mettre des gels à base d'eau. Tu peux en trouver dans le commerce à pas cher. C'est vraiment pratique. Concernant les préservatifs, il y a différentes possibilités. Si par exemple tu as un truc que tu vas insérer, donc type God ou stimulateur prostatique, tu peux prendre un de tes préservatifs à toi et le foutre dessus. Si c'est toi qui pénètres la chose, ou par exemple que c'est un toys à partager,
c'est des choses qui arrivent aussi, hein, bon bref. Je te conseille plutôt à ce moment-là de mettre ce qu'on appelle un fémidon ou un préservatif dit interne. Tu peux en trouver d'ailleurs dans les centres de dépistage anonymes et gratuits, dans pas mal de trucs de prévention, parce que ça va te permettre en fait au niveau des va-et-vient de ne pas frictionner le préservatif qui pourrait se déchirer en fait avec le stimulant qui est à l'intérieur des masturbateurs. Mais tu peux aussi essayer avec un préservatif que tu portes sur toi et mettre beaucoup de lubrifiant pour éviter que ça rompe. Mais oui, effectivement, tu dois mettre du lubrifiant à base d'eau dans tous les cas, et tu dois faire très attention à l'entretien de ton sextoy après utilisation, c'est très important. Autre chose aussi, je l'ai déjà dit, mais un sextoy ne se prête pas, façon de parler, mais en tout cas il ne se prête pas, en tout cas de but en blanc et durant un jeu, tu dois vraiment faire attention à ça, donc l'entretien est important et les précautions aussi. J'ose pas dire à ma femme que je souhaite essayer un plug anal, comment faire? Alors, c'est un truc qui est revenu un paquet de fois dans mes rendez-vous et dans mes interviews et un petit peu partout. Le plaisir anal, souvent, ne choque que l'homme. En fait, souvent on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser. Peut-être emploie pas le mot plug anal, discute plutôt autour de quelque chose, une réduction, j'en sais rien, une petite discussion simple où tu dis voilà, écoute, moi sexuellement ça se passe super bien avec toi, j'ai entendu parler par exemple du plaisir prostatique, tu peux montrer certaines de mes vidéos au passage, et tu dis voilà, moi j'aimerais bien tester ça, voilà, tu peux essayer aussi tout seul. C'est des choses où il ne faut pas avoir peur d'aller. J'ai rencontré un mec autour d'un café, on en a parlé très longuement, où il expliquait qu'en fait il était passé à côté de beaucoup de choses, et il se découvrait sur le tard. Mais en fait ça dépend comment tu l'amènes. Je pense que si tu parles vraiment de stimulation prostatique en disant que voilà, t'aimerais bien découvrir cette zone parce que tout le monde en parle et que ça fait partie de ton corps, ça passera mieux que j'ai envie de me prendre un plug anal dans le cul, pour être très clair. Mais si tu amènes les choses comme ça, je pense que ça peut bien se passer. Et puis après, ça te permettra de mettre un petit pas devant l'autre et de dire bah voilà, maintenant j'aimerais bien faire ça, peut-être tester le pegging, donc te faire en fait chevaucher par ta compagne. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre les gens au pied du mur, mais il faut amener les choses. Et en parlant vraiment d'un point de vue physique, hein, puisque la prostate on l'a, bah, tu peux en parler plus facilement, je pense. Est-ce que ça fait mal la première fois? Alors il y a deux possibilités dans ta question. Soit tu parles d'une première fois en rapport anal, où tu subis un rapport anal, soit tu parles de la première fois où tu pénètres quelqu'un, que ce soit en anal ou en vaginal. Alors la réponse elle va être très claire, ça dépend de ton partenaire ou de ta partenaire. Pour plusieurs raisons. Moi personnellement, je sais que ma première fois s'est très bien passée dans les deux cas. Si vous me suivez, bah, je le dis clairement, je suis bisexuel, donc j'ai la faculté d'aimer les deux genres, mais c'est pas un truc que je revendique, je le dis, voilà, c'est tout. Donc j'ai eu tous les rapports possibles là-dessus. Pour moi, la première fois où j'ai pénétré quelqu'un, ça s'est très bien passé, parce que j'ai été bien guidé, et on était deux, et j'appréciais beaucoup la personne. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du rapport anal, c'était très serré, et ça pouvait faire extrêmement mal à certains moments. Donc j'ai bien repris le temps, j'ai reguidé la personne, j'ai relubrifié, j'ai fait beaucoup de préliminaires. Sur le rapport vaginal, j'avais été un petit peu surpris parce que j'étais un petit peu paniqué. C'était vraiment une zone que je ne connaissais pas. Forcément, voilà, j'ai pas ça en moi, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, la personne m'a vraiment bien guidé, j'ai rien eu. Et il faut savoir aussi qu'il faut être vraiment être à l'écoute de sa partenaire, c'est-à-dire la regarder, lui laisser le choix. Et d'autre part, si jamais tu ne te sens pas prêt, ben tu ne le fais pas, tout simplement, et tu te laisses pas orienter par quelqu'un, c'est toi qui es maître de ton corps. Mais voilà, il faut vraiment se laisser guider. Si tu ne te sens pas, tu n'y vas pas. Si tu vois que tu as mal, bah, tu le dis à ta partenaire, dans les deux cas, ou ton partenaire, et puis voilà, ça va rouler tout court. Mais c'est vrai que avoir les bons préservatifs, les bons lubrifiants, et surtout le contexte et la bonne personne, ça aide sans problème. Je suis trop souvent en érection, pourquoi et que faire? Alors, si tu es souvent en érection, sache que c'est bien, ça prouve que ton corps fonctionne bien, donc ça c'est très bien. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que tu es en érection. Déjà, l'excitation, donc là, Coco, il faut se calmer, hein, voilà, donc là il n'y a que toi. Il faut t'entraîner, faut que tu trouves tes... Alors, c'est très bien parce que c'est souvent...
la plupart des mecs préfèrent ont justement la problématique de ne pas démarrer. Si toi tu démarres au quart de tour, c'est très bien, c'est souvent le cas quand on est très jeune, c'est souvent le cas aussi des acteurs porno. Bref, il faut vraiment que tu te rodes, donc là ça peut être penser à autre chose, quelque chose qui te fait débander, voilà, ou te remettre en place. Il y a aussi différentes choses qui font que tu peux avoir des érections, ça m'arrive très régulièrement, bizarrement, moi, dans le métro ou les bus, à cause des vibrations et de mes sous-vêtements. Suivant les sous-vêtements que j'ai, et bien en fait, et les vibrations, l'endroit où je me pose, ou un frottement qui est fait par quelque chose, bam! Et ça c'est chiant. Mais en tout cas, sache que, voilà, il y a deux possibilités, soit tu es tout à fait normal et tu es très réactif, soit il y a une autre chose que je te souhaite pas, mais bon, c'est pas grave, si ça t'arrive, tu es peut-être atteint de priapisme. C'est le fait d'avoir des érections quasiment continues et souvantes, et auquel cas, là, il faut voir un médecin qui va lui te diagnostiquer ou non et qui pourra t'orienter. Pour information, Rocco Siffredi, je crois, était atteint de priapisme il y a quelques... voilà, au départ. Comment prendre du plaisir tout le temps, car généralement, je kiffe qu'à la fin, et le reste, j'en profite pas. C'est dommage, ça. C'est dommage parce que du coup, alors il y a deux possibilités pareilles dans ta question. Soit tu ne profites pas du moment quand tu es en couple, et c'est dommage parce que ça veut dire que tu considères pas la personne, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais si tu parles plutôt de je prends du plaisir qu'à la fin, c'est-à-dire lors de l'éjaculation quand tu te masturbes ou que tu es en solo ou avec un sextoy ou peut-être même un plan cul, alors là il y a des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Pour le coup, tu dois, et c'est pour ça que je dis souvent qu'il est important de se toucher autre chose que la bistouquette, c'est vraiment de se toucher le corps pour découvrir ces zones. Et tu dois aussi te masturber l'esprit, c'est-à-dire pense à des choses de façon à avoir un moment de plaisir qui soit tout le temps, mais à différents échelons. Plaisir dans la tête, plaisir sur le corps, plaisir des caresses, plaisir au niveau des testicules, des tétons, se caresser, se toucher. En bref, tu dois te branler mais te toucher également. Et si tu es avec un plan cul, bah voilà, vous êtes deux, ou même une relation amoureuse, je trouve dommage de dire que tu prends pas de plaisir parce que c'est pas très respectueux pour la personne, donc peut-être qu'il serait temps d'en parler. C'est grave si elle est pas droite pendant les rapports. Alors, sache qu'on a tous des bites différentes, de longueur, de forme, etc. différentes. Et si elle n'est pas droite, c'est que c'est très bien pour toi, tu as de la chance, parce que tu vas arriver à stimuler en fonction de tes partenaires, quelle que soit ta sexualité, que tu fasses du rapport anal ou du rapport vaginal, eh bien tu vas aller stimuler ta partenaire différemment des autres. Donc c'est une chance, me semble-t-il, quand on a une queue arquée, coudée, sur la droite, sur la gauche. Bref, tu as de la chance, mon coco. Si par contre ta queue est clairement plus que coudée, là effectivement je comprends que ça puisse être embêtant pour toi. Il faut juste trouver les bonnes positions et n'hésite pas à aller voir un médecin ou un urologue pour pouvoir être réorienté bien. Il existe des produits, il existe des solutions, voilà, donc on pourra peut-être t'accompagner là-dessus, mais en tout cas sache que voilà, moi personnellement, les queues en pont, les queues sur la droite, ça stimule clairement d'autres zones et ça te permet de pouvoir tourner, alors qu'un mec qui a une bite toute droite, bah voilà, il stimule toujours pareil. T'as de la chance. J'ai une grosse angoisse de me casser le frein pendant l'acte. C'est quoi les risques et comment les éviter? Ça c'est quelque chose qu'on a tous eu pour, ou beaucoup en tout cas, pour ceux qui sont pas circoncis. Hein. Le frein, donc en fait c'est la petite partie qui retient le prépuce pour ceux qui en ont un. Alors ça tu n'y peux rien, ça dépend de la taille de ton frein en fait, c'est des choses à faire. Par contre, ce qui est sûr, et là où je peux me permettre de t'aider, c'est que déjà avec un préservatif, tu vas pouvoir déjà te protéger un peu plus sur cette zone. Mais ce que tu dois faire, c'est te préparer avant, ou préparer ton ou ta partenaire aussi. Pour information, le lubrifiant est vraiment le sextoy qu'il faut avoir tout le temps. Hein. C'est pas un sextoy, mais c'est un produit à avoir en permanence, quel que soit le genre de ton partenaire ou de ta partenaire, tout simplement parce qu'en fait, ça va te lubrifier. Donc ça va aider au va-et-vient, ça va aider au fait de décaloter en l'occurrence, et sur le pli. Donc ça, c'est un premier point, ça pourra vraiment t'accompagner à avoir justement une fluidité, on va dire, sur la peau qui sera un peu plus agréable. Ensuite, faut pas y aller comme un bourrin, tout simplement, même si je sais que c'est très tentant quand t'as ta partenaire qui te regarde et qui te dit « Vas-y !» Coco, on se calme. Voilà, voilà, c'est comme ça, t'es un homme, t'as ça entre les cuisses, bah tu le protèges et tu fais attention. Si jamais il t'arrive un pépin, donc pas d'inquiétude, juste une chose, voilà, si jamais bien sûr tu n'as pas eu de rapport protégé ou autre,
tu fais quand même attention par rapport au MST et tout ça, c'est mieux d'aller quand même aux urgences. Néanmoins, pour le reste, sache qu'il faut vraiment compresser, te désinfecter, et puis ça doit passer au bout de quelques semaines. Si vraiment tu vois par contre que ça fait très mal, tu vas direct aux urgences, mais sache que c'est des choses qui arrivent, mais pour te protéger, pas de choses trop brusques, ou du moins pas du brusque tout de suite, mais beaucoup de lubrifiant pour toi et ta partenaire, et même tu peux mettre une légère goutte de lubrifiant avant d'enfiler ton préservatif, au niveau du frein, au niveau de la peau, justement pour que ça se déplie plus facilement. Et pareil, quand tu mets ton préservatif, tu le positionnes bien quand ton gland est décaloté de façon à ce qu'il y ait le moins de jeu possible. Faire une première pénétration sans capote, est-ce que c'est risqué ? Alors, que ce soit la première ou la 15e ou autre, c'est toujours risqué, et tout dépend de ce qu'on appelle risqué, mais dans mon cas, même pour la fellation, je me fais pomper avec préservatif. Voilà, quelle que soit la pénétration, tu dois mettre des préservatifs. Le préservatif, tu ne le retires qu'à partir du moment où tu es avec un ou une partenaire qui est stable, et c'est aussi une belle évolution dans la relation. Ça te permet de dire bon bah ok, si par exemple tu as envie d'enlever le préservatif pour la fellation parce que tu considères que c'est un risque plus banalisé, bah, ça peut être aussi une chose qui peut être super sympa à amener et dire bah voilà, on enlève ça, on va crescendo, mais effectivement normalement tu dois être testé, faire des dépistages, etc. Et c'est pas que chez les gays qu'il y a des MST, j'insiste vraiment, c'est partout. Voilà, je suis toujours de plus en plus choqué, puisque je suis libertin, je participe à des partous, des choses comme ça, de voir en fait le nombre de mecs qui se font pomper sans capote, et surtout aussi les femmes qui acceptent de faire aussi des boucaquets, sous-entendu des éjaculations dans la bouche, et même les mecs qui acceptent derrière de passer quoi. J'ai dit mais moi il est hors de question que j'aille patauger là-dedans quoi, sans capote, et si la personne ne veut pas, homme ou femme, ben, c'est pas grave, je souris et je dis bah écoutez, moi c'est comme ça, donc tant pis je vais ailleurs. Et voilà, donc il faut assumer les choix, et encore une fois, même si à un moment donné c'est ta bistouquette qui prend le contrôle, n'oublie pas que c'est ton cerveau et c'est toi qui es le maître de tout ça, donc prends tes dispositions, sors tes couverts, hein. C'est un sujet régulier ça. Comment savoir si j'éjacule trop vite ? Il n'y a pas de raison, c'est à toi de voir. Généralement l'éjaculation précoce, c'est vraiment celle où quand tu te déshabilles et tu vois, ça c'est vraiment de l'éjaculation rapide. Si toi tu estimes que faire quelques allers-retours et envoyer c'est rapide, ça peut être normal pour certains, tout dépend. Après il y a aussi le rechargement, etc. T'as beaucoup de gens en fait qui sont comme ça. J'en ai déjà parlé dans une précédente question. Si tu trouves que tu es trop rapide, ce que tu peux faire, faut pas hésiter à changer les positions ou utiliser par exemple des lubrifiants qui peuvent être anesthésiants et donc te permettre de durer plus longtemps. Ça c'est très intéressant, je le conseille, ça coûte pas très cher et ça peut être totalement invisible pour la personne avec qui tu es, dans le sens où c'est du lubrifiant quoi, c'est transparent, il n'y a rien d'écrit. Donc voilà, pense à ça. Si effectivement tu trouves que c'est trop régulier, ben, n'hésite pas à aller voir un médecin qui pourra te réorienter ou te conseiller. Mais en tout cas, faut pas que ça te prenne la tête, hein, parce que autrement c'est de la frustration derrière et c'est pas bon ça. Tant pour toi que pour ton couple ou autre. Ah, encore frustration. J'ai peur qu'elle ne veuille plus de moi. Si j'ai un micro-pénis, conseille-moi. Alors, le micro-pénis, etc., faut savoir que généralement c'est quand tu es comme ça et que tu ne peux même pas faire une pénétration. Pour le rapport vaginal, sache que les femmes n'ont pas un vagin qui se termine pas, quoi. Donc, en gros, la plupart des zones point G, etc., sont situées dans les 10-12. C'est pareil d'ailleurs pour les hommes, si tu es gay, etc. La prostate se trouve au niveau d'un doigt, donc théoriquement, tu sais, tu peux faire de la stimulation. Sache aussi autre chose. Un sexe court ne va pas stimuler les mêmes zones qu'un sexe long, un sexe large, etc. Donc parfois c'est plutôt ça qui joue. Si vraiment tu trouves que tu es complexé, ben, n'hésite pas à lui en parler clairement. Autre chose, il existe aussi des gaines, j'en ai déjà parlé, qui peuvent te permettre d'allonger ton pénis tout en restant maître de la situation. Je trouve que c'est génial ces gaines, parce que tu peux trouver des gaines démesurées et avoir une bite comme as, mais tu peux aussi en avoir de tout à fait normal. Ça va te rajouter des centimètres ou de la largeur, donc effectivement c'est comme si c'était un godemiché qui pénétrait, mais pour le coup c'est toi qui fais les va-et-vient, c'est toi qui restes maître et c'est toi qui vois ta partenaire en face ou ton partenaire. Donc ça c'est cool. Donc voilà, pense à ces choses-là. Mais te prends pas la tête, souvent c'est dans ta tête à toi, et ne te compare pas aux autres.
voilà, t'es pas dans leur vie, t'es pas dans leur lit, vois pour l'instant avec ta compagne, et une fois de plus, la taille a une influence effectivement sur la stimulation, mais c'est pas forcément parce que c'est plus grand ou plus gros que tu vas forcément fournir plus de plaisir. C'est plutôt l'inclinaison, trouver les bonnes positions, et puis tu le sentiras vraiment. Ça revient un peu sur la précédente. Je ne sais pas si je dois avoir un rapport avec ou sans capote. Tu dois avoir des rapports avec des préservatifs, point barre. Clairement. Il existe tout un tas en plus de préservatifs qui sont super. Si tu as peur de débander, c'est souvent dans ta tête les 3/4 du temps, ou parce qu'il y a une rupture de l'excitation. Donc n'hésite pas à trouver le fonctionnement ou le cérémonial, on va dire, pour la mise en place de la capote. Si vraiment tu as un problème avec ça, sache qu'il existe des préservatifs internes. Ça peut se mettre à l'intérieur du vagin, et certains, mais c'est moins conseillé quand même, l'utilisent aussi en rapport anal. Moi je te conseille quand même cette dimension-là, si vraiment tu as un problème là-dessus. Mais en tout cas, tu dois te protéger, que tu sois en rapport avec un homme ou en rapport avec une femme, un rapport buccal, etc. Et même ouvertement, moi je mets des digues pour faire des cunnilingus. C'est pas très glamour, mais il faut reprendre un certain contexte. Je ne connais pas ta sexualité, etc. Si vraiment tu veux enlever la capote, moi je conseille à ce que ce soit fait vraiment sur le long terme. Et c'est relativement fou parce que il y a vraiment une sorte de laisser aller là-dessus, et c'est bien dommage. Idem dans le milieu gay, on a un traitement qui s'appelle la PrEP, qui permet justement, en prenant des pilules, sous réserve de respecter un certain code, un certain protocole, enfin bref, c'est un merdier pas possible. Donc encore une fois, tu peux même pas, enfin personnellement moi je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui me dit ça. Voilà. Éviter certains problèmes. Le problème c'est que il n'y a pas de risque zéro, et en plus il existe aussi d'autres MST qui peuvent avoir une incidence sur ta santé, ta sexualité et ta vie qui sont hyper importantes. Alors tout ça pour un coup de quéquette, franchement est-ce que ça vaut bien la peine de crever, d'être sous traitement, de se foutre en l'air psychologiquement, ou de foutre en l'air son couple ou ses futurs amours à cause d'un coup de bite non protégé? Juste pense à ça. C'est tout ce que je te dirais, mais il n'y a que toi qui peux savoir. Qu'est-ce qui produit le plus de plaisir? Alors je sais pas très bien comment est positionnée la question, mais ouvertement, on est tous différents en tant qu'hommes, donc une fellation peut fournir grave du plaisir comme ne pas en fournir à quelqu'un d'autre. Un sourire peut procurer un plaisir inouï, juste regarder quelqu'un, un rapport anal, etc. Il n'y a que toi qui peux savoir. Ce que je peux te dire par contre, c'est que tu sois en solo ou en duo, il est important de trouver les zones de plaisir de ton homme ou de ta compagne dans les deux sens. Touchez-vous, c'est important. Testez-vous, c'est très très important. Est-ce que c'est normal qu'après 30 voire 45 minutes, j'arrive toujours pas à éjaculer? Alors là, tu es dans le pendant inverse de notre mec qui trouvait qu'il n'était pas assez rapide. J'espère que c'était pas toi. Du coup, pour le coup, ça c'est pareil, on est sur le critère de position. Ça dépend aussi de ton ou ta partenaire. Il y en a qui sont vraiment très fans de ça. Après, si toi tu trouves que c'est un problème, parce que tu aimerais venir plus vite, eh bien je vais te dire, chauffe-toi avant. Ça peut être des solutions. En te masturbant avant, tu connais la technique, on en parle souvent. Ça c'est des techniques de vestiaire, c'est vraiment des discussions de vestiaire. Bref, en tout cas c'est possible. Tu as aussi des produits qui peuvent t'exciter plus vite, qui vont te rendre plus sensible. J'avais les produits insensibilisants, là j'ai les produits sensibilisants. Ça peut être des préservatifs avec des grains qui peuvent être un petit peu plus stimulants. Il y a tout un tas de produits. Mais en tout cas, sache que voilà, c'est des techniques de masturbation aussi. Tu vas peut-être appuyer sur différents points. Et c'est aussi là que c'est intéressant de savoir quelles sont les choses qui t'excitent. Parce que plus ça va t'exciter vite, plus ça va arriver vite. Donc voilà, mais 30-45 minutes, c'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien. Après, effectivement, c'est vrai qu'il faut respecter aussi ta compagne ou ton compagnon. Ça peut être un peu échauffant, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a des techniques, c'est vraiment la position et savoir qu'est-ce qui t'excite. Et puis, il y a ta tête aussi. Les sextoys sont chers, est-ce que tu as des bons plans? Oui, effectivement, c'est vrai que les sextoys, les bons sextoys sont chers. Il y a des bons plans que tu peux trouver. Alors sur ma chaîne, par exemple, je parle souvent de sextoys avec tous les prix parce que je parle, sans mauvais jeu de mots, avec ma bourse.
enfin mes bourses. Voilà, je teste des produits qui peuvent être en vente sur Amazon qui coûtent que quelques euros, je peux tester des produits à 200 euros, c'est très variable. Les bons plans, c'est souvent les marketplaces, tu peux trouver des choses assez intéressantes. Et il y a aussi un truc dont on parle très peu, je ne sais pas pourquoi, c'est les sextoys d'occasion. Moi personnellement, je sais que je fais du troc. Alors juste avant, je sais que j'ai dit qu'il ne fallait pas prêter des sextoys, alors il faut remettre dans un certain contexte les choses. Prêter un sextoy durant un acte sexuel, c'est très dangereux parce que c'est des échanges de fluides, etc. C'est extrêmement risqué. Néanmoins, tu peux acheter des sextoys d'occasion, il y a des sites qui sont spécialisés, j'en connais plusieurs. Alors, tu peux trouver certains produits sur le Bon Coin, mais encore c'est un peu moyen. Tu as des sites comme Troc Ton Plaisir ou Annonce. Et moi personnellement, je fais du troc et de la vente aussi et des achats sur un site qui s'appelle La Puce en Folie, qui permet de faire des échanges de toys ou d'acheter d'occasion. L'idée c'est vraiment de bien nettoyer tes sextoys, en fonction du produit, il y en a certains qui passent au lave-vaisselle, etc. Tu peux utiliser des lubrifiants, des produits désinfectants, tu peux utiliser de la fécule pour les masturbateurs de façon à les rendre, voilà tout ça. Il faut faire juste attention et moi ce que je conseille aux gens c'est déjà de bien les nettoyer avant la première utilisation et aussi de mettre des préservatifs, etc. Donc au moins les X premières fois, de façon à ce que le produit soit rodé et que toute potentielle bactérie soit morte. Voilà, sachant de toute façon que des bactéries, tu peux pas y réchapper. Donc voilà, mais ça peut être une bonne idée aussi de penser aux sextoys d'occasion. On n'y pense pas souvent, mais ça peut te permettre d'avoir des prix très attractifs sur des produits que tu n'aurais pas pu te payer en temps normal. Moi personnellement, je sais que j'en ai déjà acheté, donc voilà. Les cock rings par exemple, c'est un bijou. Donc voilà, bien nettoyé, il n'y a pas de raison. Les sextoys sont souvent froids, est-ce qu'il y a des conseils? Oui, il existe des chauffages à sextoy, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est par exemple pour les vaginettes, donc c'est les produits, les masturbateurs en fait, ça représente des vagins ou des anus ou des bouches ou n'importe quoi. Mais en fait tu peux mettre un espèce de chauffage à l'intérieur, ou sinon il y a plus simple et plus économique, tu le trempes dans l'eau, et ça c'est très bien aussi pour les dildos ou autres. Voilà, tu peux le tremper dans l'eau de façon à ce qu'il prenne la chaleur de l'eau et ça sera plus confortable pour toi. Donc ça, faut pas hésiter, c'est un très bon point et d'ailleurs c'est très intéressant de jongler entre le chaud et le froid. Comment aller en club libertin la première fois, comment franchir le pas? Alors, aller en club libertin la première fois, ça dépend si tu es un homme seul ou un couple. Si tu es en couple, il faut vraiment que les deux personnes aient la même envie. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait forcément peut-être plus l'envie que l'autre, parce qu'autrement tu vas te sentir un petit peu mal, et voire même très mal. On est dans ces notions de, comment dire, d'acceptation, de tout un tas de choses, et ça peut tourner au viol, vraiment le ressenti de viol en tout cas, quand on n'est vraiment pas d'accord avec ça, et ça peut avoir une très mauvaise incidence sur ton couple. Si tu es un mec seul par exemple, il est préférable de toujours te renseigner suivant l'endroit où tu veux aller. Moi personnellement, je sais que ma première fois, je l'ai faite en sauna libertin, parce que ça me permettait, si tu veux, d'être dans un lieu libre où les hommes seuls étaient acceptés. Par contre, faut jamais partir bille en tête. Un sauna libertin, c'est un lieu où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, et notamment de te dire oui ou de te dire non. Ce n'est pas un lieu où parce que tu payes, tu vas baiser. Ça s'appelle de la prostitution. Et les gens ne sont pas à ta disposition. C'est toi qui es à la disposition des couples. Ne l'oublie jamais. Tu es une pièce rapportée. Ça, c'est très important. Donc, suivant le cas, moi je te conseille de bien te renseigner. Je te conseille plutôt des endroits assez faciles d'accès. Les saunas sont très bien pour ça parce que souvent ce sont des lieux de jour, donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de gens éméchés, des choses comme ça, qui permettent d'avoir une bonne ambiance. Et ça te permet aussi de pouvoir voir les choses et de profiter d'un établissement. Tu as payé ton entrée, tu profites du sauna, du hammam, tout ça, et bonus, tu peux rencontrer du monde. Donc voilà à peu près ma conception du libertinage. Et enfin pour finir, c'était la dernière question, ça aussi c'était sur mon blog, comment s'habiller quand on est un mec pour sortir en club libertin? Putain, ça c'est vraiment la question qui revient très régulièrement, c'est très dur pour un mec. Les trois quarts du temps, les clubs libertins, donc notamment les boîtes libertines, sont un peu vieux jeu sur ce sujet. Les trois quarts du temps, on va te demander d'avoir une tenue plutôt formelle. Je pense que je vais faire un jour une vidéo sur le sujet. Donc ça sera des chaussures et un pantalon et une chemise. C'est-à-dire, alors bien sûr c'est souvent ce que tu portes. En gros ce que je veux te dire c'est que même des baskets hyper stylées, parfois ça ne peut être refusé ou mal vu, ça dépend vraiment du propriétaire. Mon conseil, si je puis me permettre, si vous avez le moindre doute, vous envoyez un mail ou vous téléphonez avant d'y aller
tout simplement. Vous pouvez aussi regarder, c'est ce que je fais moi, les photos des clubs pour voir à peu près comment les mecs sont habillés, ça c'est un premier point. Et enfin aussi, tu peux aussi te renseigner sur certaines applications, j'avais parlé de Wild, tu as des témoignages, donc tu peux demander à des gens qui y vont à peu près comment ils font. L'autre astuce aussi qui est très bonne, c'est d'y aller pour une première fois, c'est très bien d'ailleurs aussi de se lancer dans ce genre de truc, quand il y a des soirées à thème, comme ça tu as le dress code qui est écrit, donc ça c'est très bien, voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez peut-être pu avoir des réponses à vos questions. Au final, ces questions sont super intéressantes. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et à répondre à ces questions. Sachant en tout cas que moi je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un spécialiste ou autre. Si vous avez des questions qui vous taraudent, vous avez beaucoup d'organismes qui sont là pour ça, les centres de dépistage notamment, anonymes et gratuits, le planning familial, les infirmières aussi parfois dans les lycées, les collèges ou autres pourront vous renseigner. Et enfin vous avez aussi plein de sites internet qui sont là pour ça, pour vous aiguiller. Mais en tout cas sachez une chose au niveau de la capote, de la prévention, etc. Il n'y a pas de règles à proprement parler, il y a juste du respect et du bon sens. Voilà, protège-toi, mais aussi protège les autres. Et une fois de plus, les gens ne sont pas à la disposition et tu n'es pas à la disposition des autres. Sur ce, je t'embrasse, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à aller voir le site de Mathilde. Franchement, j'adore cette nana et puis on se retrouve bientôt. Ciao.